Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une langue qui bouscule complètement l'une de nos idées les plus fondamentales, à savoir à quoi sert un verbe. Et vous allez voir, la logique est pour le moins surprenante. Imaginez un instant un verbe qui ne ferait aucune différence entre je, tu ou il, un verbe qui se concentre sur toute autre chose. C'est exactement le mystère au cœur de la grammaire tibétaine qu'on va décortiquer ensemble. Eh oui, c'est bien ça. Contrairement au français où l'on dit « je mange »,« nous mangeons », eh bien, en tibétain, le verbe reste le même. Il ne marque ni la personne, ni le nombre, ni le genre. Alors, comment fait cette langue pour exprimer le temps et l'action? La réponse, c'est une logique radicalement différente. Voici comment on va procéder. On va commencer par voir la place du verbe, puis on va percer le secret de ce qu'on appelle la flexion. On verra combien de formes un verbe peut prendre avant de découvrir la logique assez folle qui gouverne ces transformations. Et enfin, on verra comment tout ça permet de créer des idées plus complexes. Allez, on commence par les bases. Si le verbe tibétain ne nous dit pas qui agit, quel est son rôle dans la phrase, eh bien, sa fonction est en fait encore plus centrale que dans notre propre langue. C'est simple, c'est le pilier de la phrase. On peut tout à fait avoir une phrase avec juste un verbe, mais jamais sans. Et sa place ne change jamais, toujours à la fin. Ça lui donne une importance capitale. Bon, la grande question, si le verbe ne se conjugue pas comme chez nous, comment fait-on pour exprimer le temps, le passé, le futur? La réponse tient en un seul mot, un concept clé, la flexion. Voilà la règle d'or en quelque sorte. En tibétain, si un mot d'une seule syllabe peut changer de forme, alors c'est un verbe. Ce changement, la flexion, se passe à l'intérieur même du mot pour indiquer le temps. Ce n'est pas une terminaison qu'on ajoute, c'est une vraie modification de sa racine. Pour que ce soit plus clair, c'est un peu comme certains de nos verbes irréguliers. Prenez meurt, qui devient mouron. Sauf qu'en tibétain, ce n'est pas l'exception, c'est un principe central pour beaucoup de verbes. Le moi se transforme de l'intérieur, comme pour voyager dans le temps. Ok, maintenant qu'on a le concept, voyons concrètement combien de formes différentes un seul et même verbe peut prendre. Pour se donner une petite idée de l'échelle, on parle d'environ 1200 verbes d'une seule syllabe en tibétain littéraire. Et chacun d'eux peut se présenter sous différentes formes. Voici un exemple très classique, le verbe lire. Regardez bien comment les lettres avant et après la racine changent pour chaque temps. On passe de au présent, au futur, puis au passé et enfin à l'impératif. 4 formes bien distinctes pour 4 usages. Mais attention, ce n'est pas toujours 4 formes. Certains verbes, comme fermer, sont plus économiques. Ici, le présent et le futur partagent la même forme, ce qui nous donne 3 variations au total. Et on peut simplifier encore davantage. Le verbe acheter, par exemple, n'a que 2 formes, une pour le présent et le futur et une autre pour le passé et l'impératif. C'est un système vraiment efficace. Et enfin, il y a la dernière catégorie, les verbes qui, eux, ne bougent pas d'un iota. Pour eux, le temps est indiqué par des mots en plus, des auxiliaires. C'est un peu comme quand on utilise « vais » pour le futur proche en français. Bien, on a vu les différentes formes. Mais maintenant, la question c'est, quelle est la logique qui se cache derrière ces changements? Comment le tibétain sait comment il doit modifier un verbe? Alors là, on touche à quelque chose de vraiment fascinant. Ça vient d'un ancien traité de grammaire, le jig. Le système attribue un genre grammatical aux lettres qui servent de préfixe pour déterminer le temps. Le masculin pour le passé, le féminin pour le futur et le neutre pour le présent. C'est presque de la poésie grammaticale. En se basant sur ces règles, les grammairiens ont classé les verbes en 3 grandes familles. Les réguliers, qui suivent le modèle à la lettre, les spéciaux, qui ont quelques particularités, et bien sûr, comme dans toutes les langues, les inévitables irréguliers. Regardons cette règle en action avec un verbe qui veut dire « bloquer ». On voit très clairement comment les préfixes changent. Le masculin pour le passé, le neutre pour le futur, et l'apostrophe féminine pour le présent. C'est ce système de lettres qui guide la transformation du verbe. D'accord, on a bien vu les verbes simples, en un seul mot, mais comment la langue fait-elle pour exprimer des idées plus nuancées, plus complexes? Le tibétain est une langue très imagée. Pour créer de nouveaux verbes, il combine souvent des mots qui existent déjà. Par exemple ici, on prend le verbe couper et on le combine avec le mot corde. Littéralement, couper la corde, ça veut dire décider. C'est une façon très poétique et puissante de construire du sens. Allez, on rassemble toutes les pièces du puzzle. Au final, quelle est la grande idée, la grande philosophie qui se cache derrière cette logique si différente de la nôtre? Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le système verbal tibétain ne se préoccupe pas de qui fait l'action. Ce qui l'intéresse, c'est l'état de cette action. Est-elle en cours? Est-elle terminée? Ou est-elle à venir? Et la flexion gouvernée par cette logique de genre grammatical est l'outil principal pour exprimer tout ça.
Et ça nous amène à une dernière réflexion un peu plus philosophique. Si une langue met l'accent sur l'action elle-même plutôt que sur la personne qui agit, quelle vision du monde, de la responsabilité, de la causalité, est-ce que ça pourrait bien refléter ? C'est une pensée fascinante sur laquelle méditer.